Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous accueillons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, historien maître de conférences à l'Université de Nantes. Et nous accueillons également aujourd'hui et pour 4 émissions le professeur Éric Noël de l'Université des Antilles. Bernard, je vous laisse présenter notre invité avec qui vous avez collaboré sur différentes publications. Éric Noël est depuis 2008 professeur d'histoire moderne à l'Université des Antilles. Il est membre du laboratoire d'archéologie industrielle, histoire, patrimoine, géographie, développement, environnement de la Caraïbe. Ses recherches portent sur l'étude du milieu planteur aux Antilles au XVIIIe siècle, sur les Noirs en France à l'époque moderne et sur les îles en France. Parmi ces nombreuses publications, je signale Les Beauharnais, une fortune antillaise, édité chez Drose, qui reprend donc la thèse de doctorat du professeur Éric Noël. Et je signale également Être noir en France au XVIIIe siècle, publié aux éditions Talendier. Merci Bernard pour cette présentation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Martinique et de l'histoire de cette île française des Antilles avec vous, Éric Noël. Cette île est devenue depuis le 1er janvier 2016, je précise, la collectivité territoriale de la Martinique qui regroupe au sein d'une même entité le conseil régional et le conseil départemental. Voilà pour les précisions administratives. Alors concernant l'histoire, on remonte dans le temps. À quelle époque remonte la découverte de cette île et que savons-nous de cette découverte ? Alors, la découverte de cette île, elle remonte à la période colombienne, puisque à l'issue de ces 4 voyages, effectivement, Christophe Colomb, en 1502, a reconnu cette île qui a été nommée très vite Martinique. Et par la suite, elle est devenue donc une île espagnole. En revanche, on peut dire qu'il y a une découverte française qui arrive plus tard. Les Français tentent de s'immiscer sur ce terrain qui n'est pas le leur. Verrazzano, par exemple, mandaté par François Ier, circule dans les Petites Antilles. Son frère meurt même, semble-t-il, à la Guadeloupe. La Martinique n'a peut-être pas été visitée dans leur expédition, mais on sent déjà des tentatives. Véritablement, la découverte, si on se place d'un point de vue français, elle est plus tardive. Elle est du début du XVIIe siècle, lorsque dans le vide espagnol ou dans les difficultés espagnoles, effectivement, les Français peuvent de nouveau tenter une incursion. Desnambuc ou Desnambuc pénètre dans les Antilles dans les années 1620 et va s'enraciner ensuite de Saint-Christophe à la Martinique en 1635. S'il y a une date à retenir d'un point de vue français, ce sera celle-ci. Et à l'arrivée des colons, est-ce que l'île était peuplée ? Alors l'île était peuplée. Il faut savoir que le peuplement des Antilles est assez complexe. Pour simplifier les choses, à l'époque où les Européens arrivent, il y a 2 groupes dans les grandes Antilles. Il y a ceux qu'on appelle les Arawaks, et qui en fait ont un parler commun, ce sont des Taïnos au départ, et dans les petites Antilles qui nous concernent avec la Martinique, domine le groupe qu'on appelle familièrement les Caribes, qui sont en fait un parler, Caraïbes, et renvoie à la population Kalynagos. Donc on a 2 grands groupes qui se sont suivis. C'est important de le préciser parce que les Arawaks ont été les occupants qui sont arrivés les premiers et qui ont été chassés par les Caraïbes, j'ose dire les méchants Caraïbes, puisque leur nom est associé à celui de cannibale et que les deux étymologies se confondent. Donc les Caraïbes, en quelque sorte, ont chassé les Arawaks pour finalement s'imposer. Les Européens sont arrivés dans cette période troublée de 2 populations qui se disputaient et ont souvent eu du mal à discerner les uns et les autres dans la partie où ils étaient encore en conflit. En tous les cas, la Martinique n'était plus occupée par les Arawaks, mais par les seuls Caraïbes lorsque les Européens sont arrivés. Et les Français, après les Espagnols, les ont donc connus. Ils survivaient dans toutes les petites Antilles et en fait, ils ont été leurs premiers interlocuteurs. Desnambuc a d'abord eu des échanges, au-delà des Anglais concurrents en territoire espagnol, avec les Caraïbes. Évidemment, il faut resituer cette présence française et cette volonté de la France de s'intéresser à ce nouveau monde découvert par les Européens, en tout cas un monde inconnu des Européens avant les premiers voyages de Christophe Colomb. Et il faut resituer ça dans la volonté des Français, des puissances comme la France, comme l'Angleterre,
comme également les Provinces-Unies, de saisir des territoires dans la mesure où ils avaient été un peu laissés pour compte de cette première phase de la saisie de ces territoires qui avait été largement le fait à la fin du XVe et au XVIe siècle des puissances ibériques, la Castille et évidemment le Portugal. C'est exact. Il y a effectivement une sorte de frustration pour les Européens du Nord face aux Ibériques qui, avec les conquistadors, ramenaient de l'or, alors que, j'ai envie de dire, les Anglais, les Hollandais, les Français ne ramenaient que de la morue, des bois du Canada. Donc il y a effectivement cette frustration terrible et en fait, à l'époque où on a cette piraterie, on peut parler comme ça, anglaise, élisabéthaine d'abord, et qui se poursuit au début du XVIIe siècle, les Français essayent eux aussi de trouver leur place. D'Esnambuc à la Martinique a un concurrent qui s'appelle Thomas Warner et qui est tout à côté à Saint-Christophe. Et en fait, c'est une rivalité entre les uns et les autres pour qui prendrait son quartier. Des noms de lieux rappellent d'ailleurs cette rivalité. On a un lieu qui s'appelle à la Martinique Le François, mais ça renvoie non pas à Saint-François, mais au Le Français, le quartier des Français, sachant qu'il y avait un quartier des Français et qui, par ailleurs, supposait un quartier comme à Saint-Christophe des Anglais. Alors les colons se sont installés sur l'île. Qui étaient-ils et d'où venaient-ils en France ? Alors, les colons qui sont d'abord arrivés sont en fait essentiellement issus de Normandie, dans un premier temps. Il s'agit souvent de colons venus de la Basse-Seine, une Basse-Seine qui a été malmenée pendant les guerres de religion et pendant ses lendemains. Et on a affaire à une petite noblesse pauvre, cherchant une compensation dans la mer à ce que la terre ne donnait plus. Alors c'est très important de le souligner parce qu'ils ont été les défricheurs. Et on a eu une génération dominée par ces gens de Haute-Normandie. Et puis, cette génération qui a vivoté, il n'y a pas d'autre mot du tabac, eh bien, n'a pas fait ample fortune à l'époque où le tabac a été très concurrentiel et où on a pu l'acclimater sur des terres froides, baisse de revenus, difficultés logistiques à pouvoir récupérer des tabacs et à les revendre en métropole, taxation des tabacs, bref, cette génération a vite dépéri et des leviers financiers plus importants ont pris le relais, ceux des Bretons, des Malouins, des Nantais, qui arrivent avec le sucre qui lui suppose une logistique beaucoup plus importante qui, à partir des années 1670 en particulier, donc nouvelle génération lorsque le pouvoir royal et Colbert soutiennent l'affaire, sachant que les ministères ont aussi des intérêts bien placés à Nantes à cette époque, eh bien tendent à booster une nouvelle économie et amènent avec eux un flux de nouveaux colons. On aura donc des Bretons, bientôt des Bordelais, des Aquitains, avec, on le voit, des moyens autrement plus puissants. Donc on passe à une autre période. Et j'ai tendance à avancer cette idée qu'il y a eu 3 générations, celle des Normands, celle des Bretons, celle des Aquitains, qui amène un fameux Eldorado des Aquitains, cher Jacques de Cona, et qui vont dominer le XVIIIe siècle. Donc il serait inexact d'aller dire il y a des Français au sens très large, il y a eu une évolution dans le temps, par génération, au XVIIe et XVIIIe siècle. Et l'implantation des plantations sucrières en monoculture. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Éric Noël. Alors revenons sur la mise en place de la monoculture et de la plantation sucrière en Martinique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Éric Noël, sur ce passage à cette agriculture ? Oui, effectivement. On a eu dans un premier temps, comme je l'avais évoqué, le tabac, qui en fait était une culture souvent transitoire. Un terrain qui n'avait jamais été cultivé pouvait passer par la phase du tabac, auquel avaient été acclimatés les Européens, pour ensuite produire d'autres formes de culture. Et c'est ainsi qu'il y a eu un élargissement avec d'autres productions, telles que l'indigo, par exemple, qui a détrôné le pastel toulousain et qui apparaît dès la fin du XVIIe siècle. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, le sucre qui était une denrée rare en Europe, produit dans des îles de la Méditerranée menacées par les Ottomans, par les musulmans au sens large, acclimatées dans l'Atlantique, dans les îles Canaries, à Madère, mais, comme on le sent bien, dans des surfaces très petites. Donc, il y avait un besoin réel
qui a été satisfait justement avec la découverte de ces côtes américaines, d'abord les côtes nord du Brésil, puis les Antilles elles-mêmes. Alors les Européens n'ont pas tous immédiatement produit du sucre, d'abord parce que les secrets de sa transformation étaient jalousement gardés et que les Hollandais en particulier détenaient les clés de cette production et de cette transformation. Donc c'est par le truchement de ces Hollandais que le sucre et sa transformation ont été amenés dans les Antilles, depuis les côtes du Brésil, vers les îles du Sud. Et ces Hollandais, juifs hollandais souvent, ont permis, dans des négociations très limitées, individuelles, à ce sucre d'être acclimaté dans les petites Antilles. Des essais, en particulier avec une famille rouennaise, les Trézel, mais sans beaucoup de lendemain. On disait en retour que les squads, les sucres des îles, étaient mauvais lorsqu'ils venaient de ces régions. Et en fait, c'est lorsque le pouvoir royal a donné le coup de pouce nécessaire dans les années 1670 que véritablement le sucre a décollé. La famille Colbert, qui avait des intérêts bien placés dans les Antilles, voulait que le sucre marche, comme après elle, d'ailleurs la famille Fouquet, c'est important de le souligner, et donc a donné les appoints financiers nécessaires, les a donnés à ceux qui pouvaient déjà aussi apporter des bases, et en ce sens, les Nantais ont joué un rôle fort à ce niveau, et on a eu véritablement un décollage qui date de cette toute fin du XVIIe siècle. Alors le sucre après est devenu la monoculture, effectivement. Et à cette fin du XVIIe siècle, est-ce que c'est à ce moment-là que les premiers esclaves sont arrivés depuis l'Afrique, ont été déportés ? Alors, c'est une idée qu'on avance souvent et qui n'est pas exacte en réalité, parce que dès l'arrivée des premiers colons, il y avait des esclaves. Il ne faut pas oublier une chose qui est souvent occultée. Denhambuk n'est pas arrivé dans le premier bateau qui pouvait l'amener aux Antilles, mais avait fait d'autres expéditions antérieures, avait travaillé justement comme simple marin dans l'Atlantique en direction du Brésil, avait travaillé donc dans le Brésil portugais dans la fourniture des esclaves, et donc lui-même dans sa société était entouré d'esclaves. Les recensements de la Martinique, qui comptent encore les membres de la famille Desnambuk dans les années 1660-64, montrent qu'il y a quelques esclaves. Ils ne sont pas nombreux dans chaque famille, ils sont 5 ou 6, parce que le tabac n'exige pas la même proportion d'hommes que le sucre. Donc il y avait déjà des esclaves noirs en petit nombre. Et leur nombre va véritablement exploser lorsque les bras nécessaires imposeront l'appel à une toute autre main-d'œuvre. Il y a bien sûr eu la tentative des engagés blancs. Il suffit de lire les mémoires que quelques-uns ont laissées, comme Alexandre Exmelin à Honfleur, pour comprendre qu'on meurt comme des mouches aux Antilles lorsqu'on vient de France métropolitaine. Et que, faute de blancs, on a intensifié cette machine qui consistait, suivant la route portugaise bien connue, à amener des Noirs non plus vers le Brésil, mais directement vers les Antilles. D'où l'essor aussi des compagnies avec cette exclusivité d'approvisionner en esclaves les îles. Et la Martinique s'est trouvée servie au même titre que les autres, justement avec le sucre. On en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission autour du sucre et de l'esclavagisme en Martinique. Merci Éric Noël, merci Bernard Michon et merci aux auditeurs qui nous suivent. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.